en 10 ou 12 minutes, on verra bien. Et je parlerai des atouts majeurs du Maroc et de sa nouvelle politique africaine. Eh bien, avant, je voudrais faire un peu d'histoire. Un peu d'histoire, non pas pour romantiser ce qui est loin. Et on dit que l'histoire, c'est prendre rendez-vous avec l'avenir, sauf que pour le Maroc, cet avenir est en train d'avoir lieu. Un peu d'histoire pour donner du sens à l'approfondissement des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, juste pour dire que le Maroc, pont entre la région méditerranéenne et l'Afrique subsaharienne, ça remonte au 8e siècle. Et revisiter l'histoire de ces relations, c'est faire référence au commerce caravanier, à l'islamisation et aux confréries soufis qui ont d'ailleurs joué un rôle important dans cette islamisation. Et ce commerce caravanier coïncide avec la naissance de la dynastie musulmane et le premier royaume du Maroc. Et l'islamisation s'est propagée précisément avec ce commerce caravanier en suivant ces routes qui partaient du Maroc et en particulier de la ville de Sijil Massa au sud du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'eau justement et parce que c'était un carrefour entre les pôles commerciaux du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie. Et c'est un commerce très important pour son époque. Du nord venaient les produits de luxe, les ustensiles, les livres et les idées. Et du sud venaient l'or, les céréales, les peaux, les plumes d'oie et les esclaves. Donc, si vous voulez, une partie de ces produits transitaient par le Maroc, mais étaient aussi originaires d'Europe. Et ce schéma a duré jusqu'au XIIe siècle, marqué par l'apparition d'une nouvelle route, cette fois-ci vers le Sahara central, toujours à partir de Sijil Massa, et ce avec la naissance de l'Empire du Mali qui a duré du XIIIe au XVIe siècle. Donc un rappel historique de ces relations, parce que le Maroc est le seul pays d'Afrique du Nord qui a eu des relations avec l'Afrique subsaharienne, des relations qui reposent sur des fondements économiques, mais surtout culturels. Les affinités culturelles sont un atout pour le commerce et l'investissement. Donc, un peu d'histoire, donc, pour souligner l'importance du rôle d'accompagnement historique du Maroc auprès de ses voisins africains et que l'histoire récente ne fait que ressusciter. Quels sont les autres atouts du Maroc ? Eh bien, l'atout fondamental, je dirais, c'est la stabilité des institutions et à leur tête l'institution monarchique, composante forte de l'identité du Maroc et de l'unité des Marocains. La monarchie assure, on le sait, une vision à long terme avec des choix stratégiques dans la durée. D'une part, l'ancrage dans la démocratie, la liberté et les droits de l'homme, et d'autre part, la modernisation compétitive du Maroc à travers des réformes globales et sectorielles, avec le souci constant de la préservation des équilibres sociaux et l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi contre l'exclusion et la pauvreté. On est la meilleure illustration. Alors, en bonne économie, je dirais que c'est un avantage comparatif absolu. Et je n'évoque même pas l'exception marocaine, tellement c'est devenu un lieu commun. Alors, cet atout fondamental étant posé, la suite de mon propos tourne autour d'une idée, une seule, la réponse que le Maroc apporte au processus historique de redistribution des richesses, la réponse qu'il apporte à la redistribution des cartes au niveau des différents pôles économiques. Eh bien, la réponse qu'il apporte consiste à exploiter sa position géostratégique et devenir une plateforme de production et d'exportation au carrefour des marchés africains, européens et aussi américains. Et exploiter une position géostratégique revient à identifier les clés de succès pour renforcer l'attractivité du pays. Deux clés, une ouverture avec une certaine logique et des choix stratégiques pour accompagner cette ouverture. Le Maroc, on le sait, est engagé dans un processus de libéralisation depuis 1987 dans le cadre de l'OMC, depuis 2000 avec l'Union
européenne, mais subitement, en 2004, ce processus s'est accéléré. 3 accords ont été signés. En février, l'accord avec la Jordanie, l'Égypte et la Tunisie, ce qu'on appelle l'accord d'Agadir. En mars, les États-Unis. Et en avril, accord de libre-échange avec la Turquie. Donc, il s'agit de plusieurs processus concomitants, multilatéraux, bilatéraux, nord-sud, sud-sud. Pourquoi? Parce que l'émergence de blocs régionaux sont un passage obligé du processus de mondialisation. Ainsi, le Maroc opte pour une attractivité qui n'est pas seulement liée au coût du travail, mais aux débouchés et au marché. Et les accords de libre-échange donnent accès à 1 milliard de consommateurs à travers 55 pays. Et puis plus récemment, l'ALECA, ce qu'on appelle l'accord de libre-échange approfondi, qui est issu du statut avancé avec l'Union européenne, vise une intégration économique plus étroite de l'économie dans le marché européen, avec la libéralisation des services notamment, et une protection accrue des investissements. Et puis, il est évident que l'adoption d'un cadre réglementaire proche des standards européens est de nature à accroître l'attrait des IDE. Et cette nouvelle génération d'accords, des accords de libre-échange, est proposée justement aux pays qui ont choisi la voie des réformes, et c'est précisément le cas du Maroc qui a fait des choix stratégiques pour accompagner cette ouverture. 3 options sont significatives à cet égard. 1, l'équipement du pays en infrastructure. 2, la stabilisation macroéconomique. Et 3, les choix sectoriels. Concernant le premier point, je n'insisterai pas là-dessus. Port, aéroport, Tanger-Med, réseau autoroutier de 1500 km, réseau ferroviaire, TGV Casablanca-Tanger, réseau de télécommunications classé 2e en Afrique, bien développé. L'introduction de la 4e génération des réseaux mobiles est prévue pour 2015, ainsi que le lancement du chantier de la fibre optique. Il faut ajouter à cela la mise en œuvre d'une stratégie logistique. Je dirais tout simplement le résultat. Le Maroc a grimpé, il était classé 14e rang. Par rapport à la logistique, il est au 55e rang sur 150. Donc, avec le développement des infrastructures, l'État organise la première condition de la compétitivité globale. Avec la stabilisation du cadre macroéconomique, il réduit les incertitudes. Le Maroc connaît une croissance d'une moyenne de 4,6% entre 2006 et 2012, un taux d'investissement de 30%, l'inflation est maîtrisée, le déficit reste soutenable, 5%. Un problème, la balance des paiements, on reviendra peut-être là-dessus, je passe rapidement. Sans transition, manque de temps, les politiques sectorielles. Le Maroc a mis en place de nombreuses stratégies sectorielles, agriculture, pêche, artisanat, nouvelles technologies, énergie. L'objectif, justement, est de consolider la position du Maroc en tant que plateforme de production et d'exportation. Il n'est pas possible de présenter tous ces plans. Je voudrais juste mettre le doigt sur la nouvelle stratégie industrielle qui met en évidence 2 objectifs. 1, l'intégration, la montée en gamme et la montée dans les filières industrielles. Et 2, le transfert de technologie pour dépasser justement le stade de la sous-traitance. Et on retrouve cette nouvelle orientation dans la nouvelle stratégie énergétique qui prend en considération le potentiel d'intégration au Maroc. Et le Maroc compte faire de cette stratégie un véritable moteur de la croissance. Et c'est pourquoi l'innovation, la maîtrise des technologies et la formation sont érigées en priorité. On a créé des instituts de formation dans les métiers des énergies renouvelables et on a créé aussi la Société d'investissement énergétique et d'autres dispositions. Alors, ces options présentées à grands traits dans toute la mesure de la politique de développement volontariste du Maroc pour se positionner dans ce nouveau jeu de rôle comme porte d'entrée de l'Afrique comme acteur incontournable. Et on a eu pendant des années une évolution, une diplomatie, je dirais, d'influence. Puis là, on passe à une diplomatie économique plus articulée. La diplomatie d'influence se traduit par des décisions, par des initiatives qui sont dispersées.
Alors, cette diplomatie économique, je passe sur la diplomatie d'influence qui se fait par élan successif. Donc, c'est une diplomatie qui veut assurer une constance dans les relations avec le continent subsaharien. Donc, la nouvelle politique africaine s'inscrit précisément dans ce cadre-là. Elle s'inscrit sur une bonne compréhension des enjeux continentaux, c'est vrai, mais elle est surtout le fruit d'une vision et d'une démarche. La démarche, on la connaît, faire du Maroc une plateforme. La démarche est la suivante. Étape 1. L'État stratège joue un rôle de locomotive et impulse une dynamique à travers les entreprises publiques. Les grandes banques également sont allées. Le financement est important. Elles se sont positionnées pour bancariser, pour connaître le terrain, pour faire une politique de proximité et parce que le financement est une question importante. Et puis, si vous voulez, c'est une façon de poser les jalons de l'intégration financière. Et le projet de Casa Finance City en est un des instruments. Et parallèlement, le Maroc suscite une stratégie de coopération triangulaire avec des pays comme la France, la Belgique, le Japon et même des agences de développement. Le principe, c'est de conjuguer le financement du Nord, précisément, et l'expertise et le savoir-faire du Sud. Et au-delà de la technique et de la finance, la similitude des problèmes appelle la similitude des solutions. Et c'est une clé de succès pour la réalisation conjointe des projets. La deuxième étape, l'État joue son rôle de coach et de facilitateur. Et la dernière tournée royale dans les 4 pays africains est emblématique à cet égard. Elle comprenait des représentants de groupes privés opérant dans des secteurs diversifiés, assurance, télécom, construction, ciment, mines, énergie, génie civil, agroalimentaire. Troisième étape, objectif rêvé de l'intégration régionale. Et tout en approfondissant les relations bilatérales, le Maroc œuvre pour signer des accords commerciaux avec des zones économiques. Et c'est le cas de l'UEMOA. Il va être ratifié incessamment sous peu. Alors, les résultats sont là. Madame Clichy. J'en ai pour 1 minute. Les premiers résultats sont là. Maroc, deuxième investisseur après l'Afrique du Sud. Première destination des IDE marocains, c'est l'Afrique. Et les échanges commerciaux ont presque quintuplé en une décennie et ça reste toujours en deçà du potentiel. Et il n'y a pas que cet aspect quantitatif. Le Maroc a démontré que le partenariat est fondé sur la valeur ajoutée partagée et le co-développement n'est pas un effet d'annonce. Et l'OCP est là pour donner l'exemple. Donc, en définitive, histoire séculaire, stabilité institutionnelle, organisation de la compétitivité du territoire, proximité culturelle et succès partagé qui renforce la confiance, qui est la clé du développement. Je laisse le cercle des économistes répondre. Est-ce que le Maroc est un acteur clé ?